Alors, je vais céder la parole à la deuxième table ronde qui portera, dont le thème est « Vous souhaitez vous lancer, nous sommes là pour vous accompagner ». Alors là, vous l'avez compris, on va donner à voir, donner à expliquer sur, on parlait de guichet, on parlait de porte. Guichet n'est plus un terme très à la mode, mais peu importe. Les personnes qui vont monter sur scène, les 6 personnes qui vont monter sur scène incarnent ces guichets, sont les bonnes personnes à aller voir si vous avez une idée. J'appelle sur scène Bernard Lefalère, Valérie Renaudin, Clémence Akaoui, Lydia Maignan, Mathieu Gaillard et Héloïse Denis Péchard. Pouvez-vous prendre possession de la scène? À tout de suite. Un micro chacun, normalement. Bien, bonjour à toutes et à tous. On enchaîne. On enchaîne avec ce sujet. Vous souhaitez vous lancer, nous sommes là pour vous accompagner. L'idée, c'est de vous apporter des informations précises sur les acteurs, sur les dispositifs, sur l'écosystème de l'innovation qui est particulièrement riche ici en Pays de la Loire, et essayer d'y voir clair sur... Il y a quelques questions, hein, j'anticipe sur des questions de porteurs de projets. J'ai une idée à qui je dois en parler, vers qui je me tourne. Il y a beaucoup d'acteurs, dans quel ordre en fait je m'adresse à eux, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter comme service, est-ce qu'il y a des préalables, des prérequis avant de chercher un accompagnement. Voilà, ce sont toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre. On va vous apporter donc un éclairage sur les acteurs des Pays de la Loire. On n'a pas pu tous les inviter sur cette table ronde, bien entendu, mais on essaiera d'être précis et puis synthétique aussi pour vous donner les bonnes clés de compréhension de qui fait quoi et vers qui vous tournez. Alors on va parler écosystème. On est à Nantes, on est en région Pays de la Loire. À Nantes, il y a une formule, on parle beaucoup de jeu à la nantaise. Alors pour les plus anciens qui ont vraiment vu le jeu à la nantaise du FC Nantes, c'est un jeu collectif à base de passes qui ont vocation à faire accélérer le ballon. Donc c'est un peu le rôle de l'écosystème ici, c'est de faire accélérer les projets et pas de les ralentir. C'est d'aider les porteurs de projets à conforter leur choix, à ne pas perdre de temps et à identifier rapidement les bons acteurs au bon moment. Voilà ce qu'on vous propose sur cette table ronde. Et avec nous, on a un certain nombre d'acteurs. Donc je vais les citer rapidement. Mathieu Gaillard, ici, de Pépite. Pépite, c'est porté par Nantes Université. C'est un programme national, donc ici en région Pays de la Loire. Mathieu nous présentera les différents dispositifs qui s'adressent aux étudiants qui ont des projets, quels qu'ils soient. Voilà, donc on verra ça en détail. Lydia Maignan, de l'incubateur central Audencia ENSA. Donc avec Lydia, on verra ce que c'est qu'un incubateur d'école. Il y en a d'autres dans la salle. J'ai vu que l'IMT Atlantique était présent. Ce sera un discours évidemment sur l'incubateur central, mais plus générique sur le rôle des incubateurs pour les porteurs de projets. Clémence Akaoui de la SAT Ouest Valorisation nous parlera du plan Deep Tech et notamment de Deep Tech Starter, encore un dispositif. Vous en faites pas, on va vous éclairer sur tous ces dispositifs. Héloïse Denis Péchard, une collègue. Ah oui, je ne me suis pas présenté, oui. Je suis d'Atlampol, Bernard Lefalère. Héloïse Denis Péchard, accompagnatrice de projet à Atlampol. Je lui ai demandé un travail de synthèse sur l'écosystème. Voilà, travail un peu difficile, mais elle s'en sortira très bien. Voilà. Et
On va démarrer, si vous le voulez bien, avec Valérie Renaudin. Valérie Renaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au labo Géoloc à l'université Gustave Eiffel. Alors l'université Gustave Eiffel, c'est anciennement l'IFSTAR, anciennement... Oui, c'est la fusion de l'IFSTAR et l'EX-UPEM, donc Université Paris-Est Marne-la-Vallée, dans le cadre des ICIT, en réponse au PIA 4. Alors si vous êtes ici, c'est en réponse à notre invitation, c'est parce que vous êtes chercheur, créatrice d'entreprise, et notamment sur une entreprise créée récemment en mai 2021, donc c'est encore tout jeune, qui s'appelle Nav4U. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, donc Nav4U, c'est une jeune société qui est une spin-off de l'université Gustave Eiffel et qui développe des solutions de géolocalisation de piétons, enfin de personnes qui se déplacent à pied, avec un seuil d'application qui est très vaste, puisqu'on peut aller de notions d'application tactique dans le cadre de déploiement militaire, jusqu'à potentiellement des solutions d'accompagnement de travailleurs isolés, et on peut aussi aller sur des solutions de guidage de déficients visuels. Donc un champ d'application assez large. Donc, c'est plus performant que le GPS, d'après ce que j'ai compris. C'est beaucoup plus performant que le GPS, puisqu'on garantit une solution du mètre dans tous les environnements. Ça veut dire qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, et peu importe les styles de mobilité, on va garantir le mètre. Des exemples d'applications, je crois que pour le monde de la défense ou pour le monde des pompiers, je crois. C'est ça. Donc, on est parti en fait d'une solution qu'au départ, on a développée comme solution de référence pour évaluer les travaux de recherche au laboratoire, puisqu'on travaille sur la localisation à partir d'objets connectés pour améliorer la mobilité de tous. Et on avait besoin de s'auto-évaluer. Et donc, on a développé une solution ultra précise qui est portée par des individus au niveau des chaussures. Et l'année dernière, on a remporté un challenge organisé par la DGA et par l'ANR qui a duré pendant 4 ans, où on a été 3 fois mis en compétition avec 6 consortiums. En face de nous, on avait des gens de l'INRIA, de Nexter, de XBlue, des gros acteurs à la fois académiques et industriels. Et l'objectif était de proposer une solution de localisation du fantassin dans les environnements les pires. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit à quel point les enjeux stratégiques sont importants autour de ces solutions de localisation, en cas notamment de conflit. Alors, vous-même, vous avez de l'expérience en matière de création d'entreprise. Donc, racontez-nous un petit peu. Je crois que vous avez été dirigeante d'une entreprise en Suisse. C'est ça, c'est ma deuxième histoire de start-upper. Donc en fait, je suis ingénieure du CNAM, de l'ESGT. Et lorsque je suis partie faire mon travail d'ingénieur de projet de fin d'études en Suisse, j'ai développé une innovation scientifique. C'était le premier réseau national de positionnement précis par GNSS à partir de corrections qui étaient envoyées en téléphonie mobile. 24 sites déployés sur toute la Suisse, qui étaient déjà à l'époque américains et russes, donc GPS et GLONASS bifréquence. Et cette innovation, en fait, a donné la création d'une start-up qui s'appelait Swissat, à l'époque avec un gros investisseur suisse dans le monde du pager. Donc c'était à l'époque où on recevait des petits messages en bas de fréquence. Les médecins étaient appelés ou les urgentistes avec ces petits boîtiers à la ceinture. Alors aujourd'hui, vous créez Nav4U, vous ne créez pas toute seule, vous êtes conseiller scientifique dans une start-up qui est dirigée par un ancien doctorant. C'est cela. Donc la start-up, en fait, elle a été créée en mai dernier et elle est portée aujourd'hui par un ancien doctorant qui s'appelle Johan Perul de mon laboratoire, qui est président de la start-up. Et moi, j'agis en tant que concours scientifique dans la société et je suis cofondatrice. Alors ça, c'est important de comprendre que ça fait des années, peut-être 20 ans que vous travaillez sur ces sujets. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour démarrer cette aventure de start-up, parce que la technologie est arrivée à maturité, parce que vous avez déjà des choses concrètes en termes d'application, parce que Johan Perul est là et du coup, ça rend la chose possible ? En fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est à la fois une idée, à la fois une équipe, comme ça a été dit précédemment, et puis c'est à la fois un contexte, puisqu'on a gagné le challenge, et c'est aussi une maturité. C'est-à-dire qu'en fait, cette solution qui a été développée dans le cadre du laboratoire pour les travaux de recherche, plus c'est avancé, plus il y a deux choses qui se sont passées. Un, il est devenu évident que ça avait un intérêt pour le milieu économique. Et deuxième, c'est devenu une carte d'identité du laboratoire.
Et donc aussi, ça nous pose des problématiques qui sont celles qu'on a quelque chose qui est mature et finalement, est-ce que le laboratoire a vocation à réaliser économiquement cette chose qui est mature ou est-ce qu'elle a vocation à passer dans le milieu industriel? Il y a un moment où après épuiser un certain nombre de solutions, ça devient une évidence que c'est le moment de le faire passer. Très bien. Alors, revenons au sujet qui nous intéresse. On peut se dire que, vu votre expérience et vu la maturité, et puis l'équipe qui se constitue, etc., vous avez besoin de personnes et vous connaissez tous les obstacles, tous les pièges de la création d'entreprise. Et ma foi, qu'est-ce que vous faites sur une table ronde sur l'écosystème de l'innovation ? Alors, parce que même si j'ai une expérience qui est non négligeable en la matière, et à titre personnel, j'ai aussi travaillé sur plusieurs continents, dont la Chine et l'Amérique du Nord. Donc, c'est vrai que j'ai dirigé des gros projets, donc j'ai pas mal d'expérience. Il n'en reste pas moins que l'économie, c'est mouvant tout le temps. Et un contexte, il est aussi national et régional. Et donc, en fait, il faut intégrer des éléments qui sont des cadres dans lesquels on peut créer une start-up, qui sont le bon moyen d'y arriver. Quelles offres existent-ils aujourd'hui pour un chercheur pour s'impliquer dans une start-up? Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles j'ai besoin de connaissances via un écosystème. Donc vous vouliez vérifier un certain nombre de choses, vérifier que vous ratiez rien, faire les bons choix, bien vous assurer de ne pas passer à côté de quelque chose, puis mieux connaître le contexte national et régional. Vous vous êtes tourné vers qui pour poser ces questions ? Alors, naturellement, la première personne vers qui je me tourne, c'est l'université Gustave Eiffel, anciennement ISTA, sur l'exploration des capacités d'aller vers de l'industrialisation. Donc, on teste un certain nombre de choses, notamment via les licences industrielles. Et là, se posent des problèmes concrets qui sont que finalement, il faut dépasser juste la production d'un outil à un moment donné, puisque nous, on est sur des capteurs qui sont des capteurs où l'obsolescence est rapide. On parle de capteurs inertiels, on parle de capteurs MEMS, on parle de solutions GPS. Donc, ce sont des capteurs sur lesquels les évolutions technologiques vont très, très vite. Et il y a des problématiques de maintenance. Et donc, en fait, un transfert vers un industriel ne sera jamais suffisant pour maintenir une solution performante et contribuer à la fois au développement économique et à l'image du laboratoire. Donc ça sera l'objet d'une table ronde, je crois, en début d'après-midi sur le choix de valoriser sa technologie par le transfert vers un industriel ou par la création d'entreprises innovantes. Vous avez clairement pris le parti de la création d'entreprises innovantes. C'est ça. À un moment, ça s'impose. C'est que pour que ce truc marche et qu'il soit viable et que nous, on passe aussi des compétences sur le milieu industriel et qu'on les conserve moins, il y a une question d'identité, c'est qu'est-ce que la recherche apporte et qu'est-ce que l'industriel va être capable d'apporter. Donc il y a une notion de transfert de compétences et d'action en disant ça ne doit plus être porté par le laboratoire, mais ça doit passer au niveau industriel. Donc ça, c'est le premier réflexe. Donc vous vous êtes tourné vers Gustave Eiffel. Et l'idée, c'est que dans le développement de votre start-up, vous puissiez intégrer aussi d'autres innovations qui sortent des labos de l'université. Tout à fait. Il y a une vraie volonté de créer ce lien, puisque finalement, je me suis tournée après vers des personnes qui avaient créé des start-up par le passé. Donc, je suis allée discuter avec des anciens start-upers du site. Et au travers des échanges que j'ai eu avec eux, j'ai pu voir qu'il était particulièrement important de conserver et à créer ce lien, puisque il y a une capacité de transfert d'innovation en continu, mais aussi la position de chercheur qu'on a nous offre une visibilité. Donc moi, j'ai une visibilité internationale qui me fait que je suis régulièrement invitée dans des keynotes et autres. Et c'est important de la conserver puisqu'elle participe aussi à la croissance d'une start-up. Et donc, c'est ce mariage-là qui est recherché. Donc, des échanges avec d'autres startups issues, d'autres spin-offs de l'université, c'est important. Et donc, je pense que c'est un message à retenir. Vous êtes dans un établissement, rencontrez des entrepreneurs issus de votre établissement. Vous allez gagner du temps et apprendre beaucoup de choses. Donc là, c'était clé. 3 minimum. Il y en a 3 chez nous qui sont sortis et on a rencontré les 3. Donc Logiraude. Logiraude, on a rencontré. Le nom m'échappe. Ecotropie. Ecotropie, oui. Et puis après, on a discuté avec d'autres qui étaient sur Paris. Autre structure vers laquelle vous vous êtes tourné? Pôle de compétitivité.
Donc, je siège au conseil scientifique d'un pôle de compétitivité qui s'appelle ID4CAR depuis plusieurs années. Et donc, je me suis retournée vers eux pour discuter des éléments un peu plus juridiques de comment on crée la start-up, comment on gère la propriété intellectuelle et qu'est-ce que le cadre peut offrir pour créer correctement un écosystème favorable. Et à ce moment-là, le pôle de compétitivité m'a renvoyé vers l'INPI. Et donc j'ai pu avoir des échanges avec l'INPI pour arriver à comprendre comment on crée le pacte d'associés, qu'est-ce que la loi Pacte permet aujourd'hui en termes de concours scientifiques. Parce que la question qui se pose, c'est si je porte une idée, je veux pouvoir la cofonder, je veux avoir droit. Alors j'ai une expérience antérieure, donc j'ai aussi j'ai aussi vécu des choses qui sont du monde de la start-up, la levée de fonds, la dilution de capital, etc. Donc la perte de, on va dire, presque la perte d'identité sur une société. Et donc j'ai un certain nombre de choses que je ne veux pas revivre, et donc je me renseigne sur le cadre juridique et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme garantie dans l'intégration et la création de la start-up. Donc là, la relation avec l'INPI, elle est importante puisque les questions sont claires, c'est comment on s'implique en tant que chercheur dans une start-up sur un projet qu'on porte et dans lequel on veut conserver un mot à dire sur une évolution à un moment donné. Bon. Message, l'INPI est dans la salle, hein, donc ils sont à votre disposition. Et effectivement, le sujet de la propriété industrielle, quels sont ses droits et ça pilote votre stratégie, c'est essentiel. Autre structure vers laquelle vous vous êtes tourné? Après, c'est Atlampol, en fait, puisque on est parti dans l'étape d'après, c'est l'accompagnement. Donc une fois que l'équipe est créée, qu'on sait avec qui on part, qu'on a bien bordé tout ça, c'est finalement... Et vos attentes dans l'accompagnement, c'était quoi précisément? Là, c'est prendre par la main. Hein. C'est-à-dire que on veut quelqu'un qui va nous aider étape par étape, parce qu'il y a une vraie conscience qu'un processus comme ça, c'est un processus long. Et qu'il va falloir franchir les étapes une à une. Donc, ce qui est attendu, c'est avoir quelqu'un qui dit « Ok, je te prends la main, et puis je vais être là quand tu as des questions. De temps en temps, je vais te passer des infos. » Donc, c'est quelqu'un qui va simplement accompagner. Enfin, je dis simplement, mais c'est compliqué. Mais c'est quelqu'un qui dit « Moi, je crois en vous et on va vous accompagner dans la démarche. » Très bien. Bon, d'accord. Vous allez écouter, peut-être découvrir d'autres organismes membres de l'écosystème. Vous avez déjà eu un exemple donc avec NAF4U où l'écosystème a joué à plein. Un premier contact avec le pôle ID4CAR, tout d'abord avec Gustave Eiffel évidemment, et puis petit à petit on découvre en fait l'écosystème, et tout ça se fait d'une façon bienveillante et complémentaire. Alors évidemment, Valérie, elle n'a pas le profil type du porteur de projet qui démarre avec une petite idée sans expérience. Valérie, elle a clairement de l'expérience sur ces sujets. Chaque projet est unique, chaque porteur de projet est unique, et donc vous avez des questions uniques en fonction de votre maturité, de votre expérience. Et si vous avez juste une idée parce que vous êtes encore étudiant, eh bien, il y a des structures qui sont à votre disposition. Je me tourne vers Mathieu Gaillard, donc de Pépite. Alors Pépite, oui. Mathieu, tu vas nous parler de Pépite Starter, de Pépite Émergence. Est-ce que tu peux nous expliquer à qui ça s'adresse et en quoi ça consiste? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc le dispositif Pépite, je vous le cite une fois pour la définition, c'est un acronyme, ça signifie un pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc on est bien dans le sujet. Et effectivement, ça va s'adresser à des étudiants qui vont avoir une idée, et on va pouvoir apporter nous des solutions pour les accompagner. Globalement, quelques mots, un tout petit peu d'historique pour comprendre d'où ça vient et la logique. Ça a été créé en 2014 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation maintenant. Sur un constat simple que sur 50%, il y a 50% d'étudiants qui ont envie d'entreprendre pendant ou après leurs études, il y a seulement 5% qui passent à l'action. Donc il y a une question du pourquoi, il y a eu de la méconnaissance, il y a la peur d'y aller. Donc ils ont créé ce dispositif pour porter une mission globale qui va être de diffuser une culture entrepreneuriale chez les étudiants. Puis, pour atteindre cette mission, on a deux sous-missions, deux objectifs: sensibiliser, faire des événements comme aujourd'hui pour
parler un peu de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, le transfert, la valorisation, peu importe, pour donner envie d'aller plus loin. Et la deuxième partie va être sur l'accompagnement, où il y a un statut national étudiant-entrepreneur qui a été créé. Le principe, on fait un parallèle assez vite avec le statut de sportif de haut niveau. Ça va être acquérir un statut social au sein de son établissement comme étant étudiant-entrepreneur et donc accéder à un certain nombre d'avantages. La possibilité d'avoir des aménagements par rapport à des emplois du temps, la possibilité d'avoir un tutorat avec un enseignant ou avec un professionnel, accéder à une communauté, on le parlait de surtout ne pas rester seul, et à un lieu de coworking qui va être dédié à cette communauté et à y faire des ateliers. Donc vous voyez, je parle beaucoup d'étudiants, donc c'est la première condition, c'est d'être étudiant. Donc un doctorant, une doctorante a une triple casquette, et parmi les 3 casquettes, il y a cette catégorie, être encore étudiant, étudiante. Donc c'est complètement ouvert aux doctorants, doctorantes, on en a accompagné, on en accompagnera. Alors c'est porté par Nantes Université, mais c'est ouvert à toutes les disciplines et tous les établissements. Exactement. Quelle que soit la thématique de votre idée, quel que soit votre cursus universitaire ou école, peu importe, on s'adresse à tout le monde. Donc porté par Nantes Université, en copilotage avec l'Université d'Angers et Le Mans Université pour la région des Pays de la Loire, mais ouvert à tout le monde. Donc ça fait je vous laisse imaginer sur de l'accompagnement, c'est intéressant quand on va avoir des profils de doctorants, avec des profils qui peuvent être écoles de commerce, qui peuvent être universités, qui peuvent être sur des BTS aussi, parce qu'il y a ces parties-là auxquelles on s'adresse également. En termes de chiffres, ça donne quoi? Combien d'étudiants accompagnés chaque année? Sur la plaque nantaise, accompagnés, là, on a à peu près une vitesse de croisière où on est aux 70-80 vitesse de croisière. Malgré les 2 ans de confinement également, c'est un chiffre qui est resté stable, qui a même eu un pic pendant le confinement pour le coup. Donc c'est le volume. Ensuite, sur nos programmes d'accompagnement, on descend en granularité. On propose 2 dispositifs pour commencer à travailler sur son projet. Comme tu le disais très bien, tout commence par une idée. Donc à partir du moment où un porteur, un étudiant entrepreneur va avoir une idée, on va pouvoir proposer un premier dispositif qui est émergence. Donc c'est un parcours qui est bien compatible pour le coup avec les années de thèse, puisqu'il a une formule hybride. Il y a une grande partie en ligne sur tout ce qui va être les apports de contenu, donc avec aussi de l'inspiration, de la vidéo, mais des formations également accessibles pour que vous puissiez travailler à votre rythme et quand vous le pouvez sur votre projet. Et la partie présentielle, c'est des ateliers, des temps de coaching collectifs. On en organise toutes les semaines et vous venez quand vous le pouvez. Donc c'est assez propice à aller développer une idée. Donc l'objectif d'émergence, je passe de l'idée au projet et j'émarge sur tous les points d'une idée. C'est pour qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment, pourquoi, et comment je me différencie un peu de la concurrence. Un exemple peut-être de projet? Ouais, sur le je vais prendre le même exemple pour Starter ensuite, un étudiant qu'on a accompagné sur Deep Tech, qui va être Robin Maquet, qui a créé l'entreprise Bisco, aujourd'hui incubée chez Atlampol, qui en amont est passé par Manufacturing Factory d'Atlampol pour l'incubation, et en amont a fait Pépite. Donc il a démarré par émergence. Pendant sa dernière année, alors il était en école d'ingénieur à ce moment-là, et il avait eu une formation auparavant sur l'IUT de Saint-Nazaire de Nantes Université. Il est retourné voir au final son ancien établissement, on a orienté sur Pépite. Il fait nouveaux matériaux composites à partir de byssus de moule. Le byssus, c'est le petit filament qui permet d'accrocher la moule à son rocher. Donc, il a créé la filière pour collecter, traiter et valoriser ce matériau. Donc c'est en ce moment en cours avec Atlampol chez vous pour poursuivre. Et il a démarré sur émergence, vraiment, à travailler son idée. On a très vite vu qu'il avait un premier besoin technique pour aller valider certains éléments. On a pu faire une co-signature pour le coup avec Atlampol d'un PL2I. Donc c'est une subvention pilotée par le réseau du développement de l'innovation au Pays de la Loire, le RDI, où le financeur derrière va être la région et la BPI. Ça permet de lever un premier verrou techno. Donc on a pu le faire pendant l'émergence. Voilà, alors sur la simple idée. Un certain nombre de porteurs de projets, leur première question c'est quel financement pour démarrer? Il me faut un financement de départ. Où est le bon guichet? Est-ce que je vais voir BPI France directement? Et en fait, chaque structure d'accompagnement est en capacité d'accompagner en fonction de son besoin le porteur de projet vers le bon guichet, c'est ça? Complètement. Alors si nous on n'a pas forcément on peut pas aller émerger sur toutes les offres de financement, donc après on fait de la mise en réseau. Mais typiquement pour le premier pour moi des financements, mais qui se vérifie sur l'écosystème, notamment sur un projet en deep tech,
PL2I permet d'être aussi identifié par des acteurs de la région et de la BPI, ce qui facilite l'entrée dans le continuum de financement derrière. Donc nous, sur ce premier guichet, à partir de l'idée où on travaille, on pilote sur le PL2I. En PL2I, après, par exemple, ça permet de financer une prestation pour une étude, pour une validation technique. L'idée va être d'aller lever soit un verrou technique, juridique ou économique, comment je peux accéder à mon marché. Il va pouvoir se faire en 2 temps. Il y a un premier PL2I qui peut être demandé avant la création. C'est pour ça aussi qu'on dit toujours on crée le plus tard possible, en tout cas sur la vision qu'on prône. Donc avant la création, ça va financer 70% d'une prestation dans la limite de 7 000 €. Donc si je fais un schéma pour une étude de faisabilité technique, si ça coûte 10 000 €, il y a 7 000 € qui seront subventionnés et 3 000 qui restent à la poche du porteur. Je fais une précision, parce que ce n'était pas le cas avant. Là, c'est charge au porteur de projet d'avancer les 10 000 et le remboursement se fait une fois que la facture est acquittée. Je le précise. Il faut quand même avoir un peu de love money, pourquoi pas, donc ça, on en parle aussi. Alors, ce n'est pas le sujet de traiter du montage financier d'un projet, mais rassurez-vous, enfin, je pense que c'est un message qu'on peut passer. Hein. Tout bon projet va trouver des financements, donc n'ayez pas peur d'avancer à visage découvert et de parler de vos bonnes idées et de partager vos projets. Même si vous êtes sans le sou, on saura trouver des solutions. Voilà. Complètement. Et je pense que BPI France sera d'accord. Oui, donc pour revenir effectivement sur la partie plus, on a l'idée, on travaille sur émergence, on arrive à l'étape de projet. Pépite met en place un deuxième programme qui peut être plus complexe pendant les années de thèse, mais qui peuvent se faire juste après avoir soutenu pour le coup, qui est le programme Pépite Starter. Donc là, on est sur un accompagnement intensif où une des conditions sine qua non pour nous, c'est que le porteur ait 100% de son temps disponible à passer sur son projet de création. Parce que passer une étape projet, ça prend du temps. On a parlé de bâtir une équipe aussi pour pouvoir avoir un projet et l'adéquation porteur-projet, équipe-projet. Donc ça prend du temps. Donc 100% de son temps disponible. Sur ce dispositif, on le fait tourner 2 fois par an, donc 2 fois 4 mois, d'octobre à février et de mars à juillet. Donc on couvre pas mal de périodes, enfin toute l'année en gros. Et vous allez pouvoir vraiment passer du projet au terrain ou à la création de l'entreprise. La promesse qui est faite, c'est qu'en 4 mois, vous avez vraiment un signal fort de j'y vais ou j'y vais pas. Soit je poursuis sur ce projet, soit je ne poursuis pas. Pour ça, on met en place des temps forts pour avoir des pitchs devant l'écosystème, des ateliers, de l'expertise, du classique. Oui, juste, je te laisse, vas-y. Oui, juste une question. On est au stade de l'idée, donc on est vraiment souvent sur des projets très amont. Est-ce que tu as une vision de la concrétisation de ces projets ? Ils n'ont pas tous vocation à se créer et à se développer. Pépite, je pense, doit servir aussi à voir quels sont les enjeux, le dimensionnement, et puis peut-être à dire non, c'est pas le moment, c'est trop tôt. J'y reviendrai peut-être plus tard. Et du coup, sur ces 60-70 porteurs de projets qui sont chaque année dans Pépite, il y en a combien qui créent derrière ? Alors sur les statistiques qui se valent toujours, on a un peu la règle du 4/4 de temps pour temps. Il va y avoir un quart de création pendant le programme. On va retrouver un quart de poursuite avec des acteurs de l'écosystème et de création effective plutôt à 6 mois. Ensuite, il va y avoir un quart d'arrêt et des personnes qui vont retrouver une activité en salarié et un quart qui arrêtent et qui retrouvent et qui reprennent une formation. Donc on est sur, pour nous, la logique du tant mieux, tant mieux. Si vous créez, tant mieux. Si vous ne créez pas, tant mieux. Vous avez appris des choses, vous en resservirez plus tard. Et c'est dans tous les cas un vecteur d'insertion pour vos carrières, enfin, en tout cas la vie professionnelle à venir, quoi. Donc on est à peu près sur ces ratios-là, globalement sur le Pépite. Et ça se retrouve sur le programme Starter. Donc sur ce dernier métier, mais qui est propre à Starter et qui fait la suite, on n'a pas vocation à vous garder chez nous, vous l'avez compris, hein, Pépite Starter, 4 mois, c'est court. Donc notre boulot, c'est de vous mettre en réseau avec la plupart des acteurs de l'écosystème, en fonction de votre projet, de pouvoir avoir un accompagnement personnalisé et des mises en relation personnalisées. Avec les autres acteurs pour les faire la transition. Donc à propos d'autres acteurs, on va continuer notre petit tour d'horizon. Vous pourrez poser vos questions, hein. On va prendre, vous les notez, on va prendre un temps de questions bien entendu.
Clémence, on va parler avec la SAT Ouest Valorisation d'un dispositif qui est Deep Tech Starter. Tout à fait. Donc c'est complémentaire de Pépite, ça peut venir à la suite de Pépite ou c'est indépendant Ben, c'est totalement complémentaire. Alors à savoir que nous, sur le parcours Deep Tech et sur plus précisément l'AMI Deep Tech Starter, c'est donné dans le nom, on s'occupe de projets Deep Tech. Donc pour refaire juste un petit point sur ce que le projet Deep Tech est, c'est un projet qui est issu d'un laboratoire de recherche, c'est sur une technologie de rupture qui va pouvoir être brevetée, qui va avoir un temps d'accès assez long au marché et avec un programme de recherche et développement qui va être complexe. Donc on ne va pas s'occuper de tous les projets dont Pépite va pouvoir s'occuper, mais c'est totalement complémentaire. Alors Deep Tech Starter, je crois d'ailleurs il y a un appel à projet en ce moment. Hein. Tout à fait. Donc il est temps de candidater si vous êtes concerné et intéressé. C'est jusque quand ? Alors on a clôturé la première édition et on lance la deuxième édition. Les candidatures sont actuellement ouvertes et vous pouvez candidater jusqu'au 8 avril. Alors ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve dans Deep Tech Starter ? Donc en fait, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Nous, ce qu'on recherche, c'est des projets issus de la recherche des Pays de la Loire qui peuvent être valorisés sous forme d'une création de start-up. Donc on va s'adresser à des chercheurs des Pays de la Loire qui souhaitent faire valoriser leur projet sous une création de start-up, mais qui ne vont pas forcément vouloir s'engager, être CEO. C'est vraiment pour faire une découverte du monde de l'entrepreneuriat. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement assez court d'une vingtaine d'heures. Là, sur cette édition, ça va se dérouler de mai à juin. On va proposer des conférences pour sensibiliser les chercheurs à l'entrepreneuriat, leur montrer les différents types d'implications qu'ils peuvent avoir dans une start-up, leur donner aussi des témoignages de chercheurs entrepreneurs, leur parler un petit peu de protection intellectuelle. On parlait de l'INPI tout à l'heure. Vraiment commencer à les familiariser avec ce milieu. On va également leur proposer des ateliers un peu plus techniques où ils vont pouvoir expérimenter avec leur projet en mode création de start-up. On va également proposer une formation au pitch ou à savoir comment présenter son projet hors du cadre de la recherche. Et puis tout au long de cet accompagnement, on va proposer un suivi individualisé avec des référents des différentes technopoles, puisque cet appel à manifestation d'intérêt est organisé par toutes les technopoles des Pays de la Loire et par la SAT. Et on clôture notre accompagnement par une présentation de tous les projets devant un comité d'experts pour que ce comité puisse donner des conseils stratégiques, des conseils sur l'orientation du projet, donner des contacts, etc. D'accord. Et pour ne pas faire peur et intéresser, attirer tous ceux qui ont une idée de projet Deep Tech, on peut participer à Deep Tech Starter même si on veut rester conseiller scientifique, si on veut être responsable technique, mais pas forcément CIO. Hein, oui, c'est bien ça. Tout à fait. Le chercheur qui porte le projet n'a absolument pas l'obligation de devenir le CEO de la start-up. Notre but, c'est bien de montrer qu'il y a tout un panel d'implications possibles dans la start-up et le chercheur peut rester donc soit conseiller scientifique comme Valérie, devenir fondateur ou alors simplement avoir une association dans la future start-up. Et est-ce que je suis tout seul, j'ai pas envie de devenir CEO de cette start-up, est-ce que Deep Tech Starter va me permettre de rencontrer peut-être mes futurs associés et la future équipe ? Alors ça, ce sera plutôt l'étape d'après, puisque dans le parcours Deep Tech que nous organisons, on a également une action qui s'appelle Deep Tech Matching, où là, on aide vraiment le porteur de projet à chercher son équipe et à construire son équipe, que ce soit pour trouver des associés ou un fondateur, un CEO. Voilà, et là, on anticipe sur un atelier qui aura lieu tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Merci Clémence, donc on a bien retenu 8 avril. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à candidater et puis nous serons tout à l'heure sur notre stand là-bas. Vous pouvez venir nous voir pour tout ce qui est détails techniques si vous voulez avoir plus d'informations sur cette AMI. Bien, merci beaucoup Clémence. Dans la famille de l'écosystème de l'innovation, on va trouver les incubateurs d'école. Lydia, incubateur central Audencia
ENSA. Merci de nous dire ce que vous proposez, comment vous êtes organisé et en quoi tout ça vient apporter des compléments aux autres structures, aux autres accompagnements. Alors d'une part, donc, comme vous l'avez dit, l'enjeu c'est de pouvoir s'entourer et être accompagné. Valérie, vous l'avez dit, d'avoir des personnes qui sont là sur tout le long du chemin qu'est l'entrepreneuriat pour apporter son soutien et essayer de débloquer des portes. Donc nous, on intervient dans cette dimension et aussi relayer auprès des dispositifs qui sont donc en adéquation avec la maturité et le sujet du projet. Donc de renvoyer vers l'ASAT ou Atlampol ou au sein de nos dispositifs en interne. Nous, ce qu'on propose donc dans dans l'incubateur académique, c'est d'une part un hébergement, donc d'avoir accès à un espace donc un bureau pour son équipe. C'est un accompagnement par le biais de différents ateliers tout au long donc de l'incubation qui va donc entre 6 mois à 3 ans au sein de notre incubateur. Ce qui est quand même une chance assez forte sur le territoire. Par exemple, Farwind Energy qui est intervenu tout à l'heure, c'est une spin-off de l'école centrale, donc j'imagine qu'ils sont tout à fait. Dans l'incubateur. Voilà. Ils sont hébergés au sein de notre incubateur. Voilà, les 15 personnes sont dans nos locaux. Et est-ce que vous êtes réservé au spin-off de Centrale ou est-ce que vous êtes ouvert à accueillir des projets qui viennent d'ailleurs ? Alors en fait, donc, on a différents critères. L'un d'eux, c'est donc le critère innovant et également d'appartenir à nos communautés, enfin d'être en lien avec nos communautés de nos 3 écoles, donc à savoir l'école centrale, Audencia et l'école d'architecture. Donc là, ça peut être dans le sens en tant qu'étudiant, en tant qu'alumni ou en tant qu'enseignant-chercheur de ces 3 écoles. Alors on a accès à de l'hébergement, mais du coup aussi au laboratoire et à des équipements qu'une start-up ne pourrait pas se payer toute seule, bien entendu. Tout à fait, et je pense que c'est là l'une des spécificités d'être un incubateur académique. À la comparaison de d'autres incubateurs, c'est qu'on est directement en lien avec les laboratoires et leurs possibilités et les chercheurs également. Donc ça peut être en termes de matériel, mais également en termes de savoir-faire. Et ça crée un écosystème qui est assez spécifique et très salvateur parce qu'on a un lien constant en fait avec entre les porteurs de projets et les laboratoires, que ça soit en différents temps de maturité et de travail d'R&D. De fait. Ok. Donc des projets qui peuvent tout à fait être accompagnés par Pépite dans un premier temps, profiter du plan Deep Tech, d'un accompagnement d'Atlampol et être hébergé et accompagné à Centrale, par exemple. C'est bien ça, c'est possible en tout cas. Et c'est complémentaire dans les approches et c'est de fait très intéressant, oui, tout à fait. Ok, merci Lydia. On verra pour les questions tout à l'heure. Héloïse, alors peut-être un petit mot sur l'accompagnement d'Atlampol, parce que je crois qu'Héloïse, justement, c'est toi qui a dû t'occuper des premiers pas de Valérie au sein d'Atlampol. Pour Naf4U, c'est quoi l'accompagnement d'Atlampol ? Alors, pour Naf4U, l'accompagnement d'Atlampol, ça consiste en un accompagnement individuel sur 5 ans. Donc là, ça a dû commencer il y a peut-être 6 mois à peu près. Ouais. Donc encore 4 ans et demi pour être main dans la main avec Naf4U, vous prendre par la main, comme tu le disais, et aider l'entreprise et les porteurs de l'entreprise sur toute la stratégie globale de l'entreprise. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au côté main dans la main, c'est qu'en fait, c'est comme quand on grandit dans une vie. En fait, on n'a pas les mêmes besoins quand on est bébé ou quand on est jeune adulte ou quand on est retraité. Donc en fait, la problématique, c'est celle d'être accompagné au bon moment avec les bons outils par rapport à une croissance de start-up. Donc c'est ça que j'avais derrière la tête sur ce main dans la main. Tout à fait. Et c'est effectivement le rôle d'une technopole et d'un incubateur. C'est aussi pour ça qu'on accompagne jusqu'à 5 ans les entreprises, ce qui nous permet tout au long de la maturité, de l'évolution de la maturité de l'entreprise, d'amener les bons éléments, les bons contacts, les bons financements aux porteurs de projets. On laisse toujours la décision, bien évidemment, aux porteurs de projets. On n'est pas là pour prendre les décisions à leur place, mais pour les conseiller et les orienter. Ok, je crois que tu as, Héloïse,
En fait, je vais te laisser faire la synthèse un petit peu de ce qui a été dit autour de Voilà. cette table. Alors du coup, j'ai eu la lourde tâche d'essayer de synthétiser un petit peu l'écosystème de l'innovation, qui est extrêmement riche, complexe mais riche. On est là au service des porteurs de projets et des entreprises. L'idée, c'est pas de vous rendre quelque chose de complexe. On est tous première porte ouverte, donc n'hésitez pas à voir n'importe qui. On vous orientera. Je vais cependant essayer de résumer un petit peu et de vous montrer non pas tous les acteurs, parce que sur la région, il y en a beaucoup, mais toutes les catégories d'acteurs qui existent. Vous aurez toujours une porte ouverte. Donc vous avez les technopoles qui sont là pour vous accompagner, comme Atlampol sur les départements 44 et 85. Vous avez également Angers Technopole, Laval-Mayenne Technopole et Le Mans Innovation sur nos territoires. Une technopole, alors c'est écrit tout petit, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour moi. Le rôle d'une technopole, c'est vraiment d'aller animer tout l'écosystème de l'innovation sur le territoire sur lequel elle travaille, que ce soit les entreprises innovantes, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et tout ce qui est soutien à l'innovation. Nous avons également, et puis effectivement, animer le réseau, mais également accompagner à la création d'entreprises innovantes, bien évidemment. Nous avons également les incubateurs régionaux, comme Atlampol est incubateur régional. C'est un incubateur aussi, c'est un mot qu'on utilise pour plusieurs typologies de structures. L'incubateur régional, c'est une structure labellisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui a pour vocation d'aider à la valorisation de la recherche par la création d'entreprises innovantes. Donc l'incubateur a un savoir-faire particulier sur les sujets deep tech pour aider les chercheurs vraiment dans tout cet écosystème, à naviguer dans tout cet écosystème et à créer une entreprise innovante avec ses travaux de recherche. Donc l'incubateur travaille forcément en lien très étroit avec les technopoles. Sur le département, la même structure, mais nous sommes en convention avec les autres technopoles, bien évidemment. Donc le rôle de l'incubateur, je viens vous en parler. Vous avez autour de vous les services valorisation et entrepreneuriat de vos établissements, auprès de qui vous pouvez bien évidemment vous adresser pour avoir toutes les infos. Le PEPIT, qui est une structure pour aider à l'entrepreneuriat étudiant. Si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à les contacter sur toute la région. Il y a des relais territoriaux sur toute la région. Les incubateurs d'établissements, on en a parlé avec l'incubateur Central Audencia ENSA. On a également l'incubateur IMT Atlantique sur notre département. Il y en a aussi d'autres sur la région qui vont être là donc pour vous héberger, vous accompagner et avoir vraiment un cocon au sein de votre établissement pour faire grandir votre entreprise. La SAT-Ouest Valorisation, on en a parlé un petit peu rapidement avec Clémence, qui va vous aider, là c'est sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, à gérer la propriété intellectuelle des résultats que vous cherchez à valoriser. Donc, notamment pour les établissements qui ont mandaté la SAT pour ce sujet. La SAT peut également vous apporter un fonds de maturation pour faire maturer votre projet avant création d'entreprise. Vous avez les tutelles qui sont également dans votre écosystème, qui vont vous aider à gérer notamment au niveau contractuel votre statut, votre statut de conseiller scientifique auprès d'une entreprise si vous le souhaitez, ou un détachement pour création d'entreprise. Ce sont des structures à ne pas oublier. Alors j'ai un reflet. Les pôles de compétitivité, on en a parlé avec Idéforcar, qui structure une filière sur un territoire, et notamment tous les liens entre entreprise et recherche sur une filière donnée. Ce sont des points d'entrée de réseau très importants. Les financeurs, le nerf de la guerre, le financement, il y en a beaucoup. Vous avez BPI qui organise l'événement aujourd'hui, avec qui on est en lien évidemment, qui organise aussi des concours, mais vous avez aussi tout l'univers bancaire, vous avez des fonds d'investissement, beaucoup de structures peuvent vous aider au niveau financement, et nous, en tant qu'accompagnateurs, on est là pour vous aider à vous orienter, faire le tri en fonction de vos besoins parmi tous ces financeurs et vous aider à obtenir leur financement. L'INPI,
on en a parlé aussi au niveau juridique qui est à vos côtés, tous les soutiens à l'innovation. On n'oublie pas également les structures privées qui existent aussi. Il existe des incubateurs qui vous apportent de l'hébergement, un peu d'accompagnement, de l'argent qui existent aussi. Et puis des structures d'hébergement, il y a des pépinières notamment sur tous les territoires pour trouver des bureaux. Ça fait beaucoup, c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Chaque structure a l'habitude de travailler ensemble et peut être une porte d'entrée et une porte d'orientation vers toutes les autres. Donc, vous frappez à la première porte la plus facile pour vous, vous serez orienté dans tout cet écosystème qui est là de façon bienveillante pour vous aider. Tout cet écosystème fait partie d'un réseau qui a été cité par Mathieu, le réseau RDI. Donc c'est pour vous montrer qu'on travaille en synergie, on échange beaucoup, on fait tous partie du même réseau, on peut financer les premiers pas si besoin. C'est vraiment un travail collectif qui est là. Et puis, spécifiquement, oui, effectivement, que peuvent vous apporter tous ces services, j'en ai parlé, hein, de l'accompagnement, des programmes, du financement, de l'hébergement, des conseils, de la mise en relation, de la constitution d'équipe, on en a parlé. Tous ces apports sont structurés dans le sujet des deep tech, dans un parcours que l'on a... Alors c'est le plan Deep Tech au niveau national qui est décliné au niveau régional. Sur le parcours Deep Tech Pays de la Loire, structuré par Atlampol, la Southwest Valorisation et les technopoles ligériennes, pour mettre en œuvre tous les outils qui sont spécifiquement dédiés au projet Deep Tech. Donc, vous en entendrez parler tout au long de la journée. On a parlé du Deep Tech Starter qui fait partie du parcours Deep Tech Pays de la Loire, mais également le Deep Tech Matching pour vous aider à trouver des équipes. Ça, c'est ce parcours Deep Tech. Ce sont les outils, regroupement des outils spécifiques pour les Deep Tech. Pour conclure, pas de parcours particulier. Je ne vous ai pas fait quelque chose de linéaire. On passe d'abord par cette case, ensuite par celle-ci, puis on va voir telle personne. Oui, Valérie, il vous en manque. Hein. Vous n'avez pas tout fait. Hein. Ça, c'est pas vous n'avez possible. pas fini. Ouais, ça fait presque un peu peur, mais... C'est pas nécessaire de passer par toutes les cases. Il n'y a pas de parcours type. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose de... C'est même pas circulaire, c'est un magma. Et puis, nous, on est là pour vous aider à trouver votre parcours, celui qui correspond à votre projet. Il n'y a pas de parcours type. Ouais, peut-être, ouais. Ça peut faire un peu peur. Hein. Moi, quand je le vois comme ça, honnêtement, j'aurais un peu peur, en fait. Je me dirais, mais je suis perdue avant d'avoir commencé parce qu'il y en a trop, en fait. Si j'avais... C'est super d'avoir cette carte, mais juste pour assurer, si j'avais eu la carte, j'aurais jamais su comment commencer. Donc, en fait, on a simplement commencé en allant discuter des gens qui ont déjà vécu le parcours. Et puis après, on rentre par la première porte et effectivement, c'est comme un effet domino, les autres s'ouvrent derrière. Donc, c'est super à regarder. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses parce que j'en ai vécu certaines. Et si je l'avais eu en entrée, peut-être j'aurais eu un peu plus de mal. Donc, moi, ce que je dirais, c'est rapprochez-vous de gens qui ont déjà vécu ça. Il y a toujours des gens qui sont passés par ces parcours avant. Et ces gens-là, en fait, sont très heureux de partager leur vécu pour que vous alliez plus vite et que vous fassiez mieux que ce qu'on fait. Merci Valérie, et merci de venir témoigner parce que justement c'est important, puis c'est l'objet de cette journée Deep Tech Tour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces dispositifs, sur cette cartographie, sur les acteurs? Parce que tout à l'heure il y avait plein de mains qui s'étaient levées, ça veut dire des gens qui avaient des projets de création d'entreprise. Est-ce que tout est clair ? Est-ce que vous savez vers qui vous tournez? Oui, apparemment. Si vous avez une question, vous levez la main. C'est pas compliqué. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Vous pouvez poser votre question à l'ensemble des intervenants ou une personne en particulier. Non, pas de questions. Mais écoutez, il me reste à vous remercier. Merci d'applaudir nos intervenants. Bravo à Valérie Renaudin pour Nav4U et longue vie à Nav4U. Et bravo on espère qu'on pourra comme ça sauver des vies en intervention. Donc ouais. Nav4U, c'est la finalité, c'est d'aller à la fin fournir une solution de localisation qui permet de déployer du secours
en temps réel, et donc à la fois d'optimiser des interventions de gens qui sauvent nos vies, mais aussi finalement de venir sauver la vie de ces gens qui viennent sauver la nôtre. Voilà, merci pour ces deep tech au service qui ont du sens et qui donnent du sens au projet. Merci, ça va être le temps du cocktail déjeunatoire. On va pouvoir continuer les échanges et puis poursuivre sur la suite du Deep Tech Tour. À tout de suite. Je reprends la parole juste 2 secondes. Effectivement, le cocktail, on se rejoint dans 1 heure pour la suite des événements. Pour les startups qui participent au workshop en présentiel ici, adressez-vous à l'accueil, on vous redirigera vers la salle 208. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. À tout de suite dans 1 heure avec le reste du Deep Tech Tour. À bientôt.